Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer cet épisode, je tenais à m'excuser pour la qualité audio de cet épisode. On a préféré maintenir cet épisode, même avec une qualité audio un peu dégradée, plutôt que de le supprimer, parce qu'il y a beaucoup de valeur à travers cet épisode et Loïc a fourni beaucoup de contenu pour moi, pour le podcast et pour vous. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Loïc Chapacher, CEO de Metagelan, entreprise spécialisée dans les métaverses et les NFT. Alors bonjour Loïc, j'ai plein de questions à te poser. Comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, merci pour l'invitation, tout va bien, merci. Super. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire ce qui te fascine par l'arrivée du métaverse ? Ouais, donc j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc moi, je suis de formation ingénieur en informatique, mais à côté de ça, dans ma vie d'avant, j'étais passionné d'archéologie, grand collectionneur de monnaies antiques, et j'ai réuni donc mes compétences pro et personnelles pour développer initialement Collect Online, qui était une plateforme d'inventaire, d'échange et d'exposition d'objets d'art et de collection pour les collectionneurs privés, pour les professionnels, musées, galeries, associations, donc toutes les organisations qui ont des besoins d'inventorier. Donc j'étais un petit peu loin du monde des métaverses. Alors, tout a basculé en 2015 où j'ai fait le grand écart des monnaies antiques vers la crypto-monnaie en tombant dans cet écosystème, en commençant à m'intéresser à pas mal de projets et en découvrant relativement tôt donc, des projets autour des NFT et des métaverses, donc dès 2017 et 2018 et mes premiers pas du coup sur ces deux technologies. Donc ça a été sur le projet Decentraland, qui était à l'époque un projet métaverse que j'ai découvert au moment du white paper, donc vraiment au tout début. C'est Decentraland qui t'a convaincu, qui t'a dit qui t'a montré qu'il y avait des univers immersifs qui étaient possibles et qui t'a convaincu, qui t'a permis de te lancer dans ce domaine-là, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Du coup, à cette époque, en fait, notre solution Collect Online, qui n'était pas encore devenue Metagelan, donc les collections des membres, on était sur de la galerie 2D et la promesse de Decentraland, donc c'était de créer des univers immersifs en 3D interactifs avec quelque chose d'un petit peu plus vivant. Et du coup, à cette époque-là, donc moi et mon associé de l'époque, Julien Quentin, on s'était dit, tiens, on va acheter nos petits terrains sur Decentraland et quand l'environnement sera prêt, on va basculer nos membres d'une expérience 2D statique à une expérience 3D interactive. Donc, on a dû patienter un petit peu. On a acheté ce qui était à l'époque uniquement des pixels sur une carte. Du coup, ça faisait sourire un petit peu nos amis quand on racontait tout ça. Et on a patienté 2-3 ans jusqu'à ce que l'environnement devienne mature et ouvert pour le grand public. Donc ça, on était fin 2020, début 2021, où on a commencé du coup à faire nos premières réalisations en 3D sur Decentraland et on était sur à l'époque un side project de la société Collect Online. Donc on était encore un an avant la création de Metagelan. D'accord. Est-ce que tu peux faire un petit rappel de Decentraland, le concept actuel? Parce que moi, personnellement, je suis pas un utilisateur, de cet univers et je pense que l'audience, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas utilisé. Est-ce qu'en 1 ou 2 minutes, tu peux nous dire un peu le principe de Decentraland? Decentraland, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un métaverse Web3. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de définitions du métaverse qui s'affrontent un petit peu. Donc, ce qu'on appelle un métaverse Web3 de notre côté ou un métaverse ouvert. Donc, c'est un métaverse qui va reposer sur des fondamentaux de sécurité blockchain. C'est-à-dire que les terrains, on les possède vraiment. Ils sont au format NFT. On est sur un environnement ouvert et persistant. Donc ouvert, donc on a accès aux outils de développement, on a accès aux outils de modélisation 3D et on peut faire ce qu'on veut dedans. Donc on était vraiment sur quelque chose d'ouvert et décentralisé, dans le sens où c'est les propriétaires des terrains qui vont
pouvoir voter des résolutions via une DAO pour faire évoluer le monde dans un sens ou dans l'autre. Donc, on est véritablement dans un écosystème décentralisé Web3 où les propriétaires, les membres, les personnes actives vont pouvoir un petit peu décider des développements futurs en collaboration avec l'équipe de Decentraland, hein. Oui, d'accord. Alors tu me corriges si je me trompe, mais pour simplifier au maximum pour l'audience, ce serait, Ouais, un monde à la Minecraft qui est séparé en parcelles et chaque parcelle est achetable en dehors du jeu, on va dire, sur une plateforme, une marketplace et vous donne accès et le titre de propriété de cet espace dans le jeu et c'est ça qui est assez intéressant, assez fascinant, donc je vous invite à aller regarder, Decentraland ouais, au passage parce que c'est très intéressant de l'avoir mentionné et c'est effectivement indirectement lié à votre projet qu'on va présenter maintenant. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de Metagelan et comment, bah, tu nous as déjà dit un peu comment est arrivée la création de Metagelan, mais est-ce que tu peux nous rappeler le début pour Metagelan et aussi le nom de l'entreprise? J'en profite. ouais. J'imagine que c'est lié à Magellan, mais voilà, est-ce que tu peux me confirmer aussi ça? Bah oui, effectivement, c'est Métagélan, c'est la contraction de Magellan et de Métaverse. Et l'idée derrière, c'est qu'on est sur des environnements qui sont vraiment nouveaux, c'est un peu des terres inexploitées. Et justement, sur des 130, c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de parcelles qui étaient en friche. On aurait pu penser à l'Ouest américain qui s'ouvrait, où il y a tout à faire, il y a tout à inventer. Et du coup, bah, Métagélan, l'idée, c'est d'accompagner, de faire embarquer avec nous des entreprises, des marques qui ont envie un peu de s'acculturer, de découvrir, d'explorer, de tester ces nouveaux environnements avec, avec notre solution. En réalité, l'histoire de Métagélan a débuté véritablement en décembre 2021. Donc, avant ça, pour l'histoire, on avait déjà une galerie virtuelle sur Decentraland. On proposait déjà des choses, mais avant ça devait être en octobre 2021, que Facebook devienne Meta, en fait, c'est quelque chose qui n'intéressait absolument personne. Donc, c'est des choses qu'on n'arrivait pas. On faisait ça pour nous amuser dans notre temps libre. Et quand Facebook est devenu Meta, il y a eu un coup de projecteur mondial sur ce nouveau terme qu'on pouvait qualifier de buzzword à l'époque. Ça a mis un super coup de projecteur. Et on s'est retrouvé fin décembre 2021 à organiser un vernissage pour un artiste connu, un artiste international, Karl Lagas, pour plusieurs centaines de milliers d'euros d'œuvres dans le métaverse. Donc, c'était un mélange d'œuvres physiques, des peintures, des sculptures, mais également des NFT. Et dans le cadre de cet événement, on a accueilli sur les plusieurs jours de l'événement plus de 1000 visiteurs. Et c'était vraiment le point, on va dire, fondateur de Métagélan. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de dire, ben voilà, il y a Collect Online d'un côté pour les collectionneurs, une plateforme de gestion de contenu, et Métagélan sur lequel on va développer une nouvelle activité dédiée au métaverse, donc avec justement des possibilités de créer et d'administrer des scènes virtuelles en 3D, la possibilité d'organiser des temps forts, donc des événements. Et on a une autre casquette parce qu'on est sur des environnements qui sont nouveaux. On est sur trois piliers d'activité qui sont en réalité extrêmement complémentaires. D'accord, donc Metagelan fait pas mal de choses et permet de, permettre aux gens de se projeter dans cette nouvelle thématique, ce métaverse que tout le monde, définit un peu à sa façon. Donc vous créez des événements, vous créez des collections, vous créez, est-ce que voilà, ma première question, c'est est-ce que vous reprenez un univers qui est déjà créé par quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui définissez l'espace dans lequel les gens vont aller être, mis en immersion? Bah, en fait, c'est un petit peu des deux. Donc, nous, notre volonté, c'est d'être agnostique, à la fin, qu'on ne soit pas dépendant d'un métaverse. Donc, nous, en fait, on crée une plateforme, on appelle ça du MaaS, on fait du Metaverse as a Service, donc une plateforme qui permet de gérer ses contenus, images, vidéos, NFT et demain des modèles 3D, euh, de choisir un métaverse et de pouvoir y déployer son activité. Là, la problématique qu'on rencontre actuellement, c'est que des métaverses fonctionnels, il y en a pas beaucoup. Donc nous, on a une véritable spécialité sur Decentraland. Et sur Decentraland, donc on a un lieu qu'on appelle le MetaMall, dans lequel on a un étage avec des salles de réunion
pour les entreprises. On a un étage avec des galeries d'exposition pour les artistes. On a un autre étage où on peut organiser des concerts ou différents types d'événements. Donc, on a un lieu, on va dire, un petit peu à thème où on peut personnaliser des expériences aux fonctions du client pour voilà, faire un petit peu de branding, mettre les logos, changer les couleurs et réaliser différents types d'expériences. Donc, on est capable de faire chez nous, mais ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on a commencé à faire avec certains clients, c'est de le faire sur leur propre terrain. L'idée, c'est de se dire, quelqu'un qui a déjà un bâtiment, on va pouvoir, entre guillemets, poser les cadres. C'est déjà beaucoup plus clair dans ma tête. En fait, vous utilisez tout le temps Decentraland, l'espace que vous avez ou que les clients ont sur Decentraland et après vous avez, on va dire, professionnalisé l'approche en proposant des services en fonction des espaces qui sont plus ou moins adaptés à certains thèmes. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et à côté de ça, on développe une autre activité qui va justement permettre de combler certaines limitations qu'on a sur Decentraland. On est en train également, nous, en interne, de développer ce qu'on appelle non pas un métaverse, mais un microverse. Et on appelle ça microverse parce qu'on est sur un environnement qui est pour le coup fermé, mono-utilisateur et on n'a pas forcément son avatar virtuel. Mais nos microverses qu'on développe en interne, l'intérêt, c'est qu'ils sont très fluides, très faciles d'accès depuis son téléphone, depuis son ordinateur. Et ça permet d'organiser, pour le coup, c'est plutôt spécialisé pour faire des expositions, donc à destination plutôt des artistes et des collectionneurs, voire demain pour des e-commerçants. Donc, notre but, c'est vraiment voilà, de développer des activités autour d'environnements virtuels en 3D, que ce soit du microverse ou du métaverse. D'accord et justement, tu fais une transition parfaite. Les clients qui utilisent vos solutions, quel est leur profil? Donc quelles sont les entreprises qui se disent: «Allez, on va se lancer, on va découvrir le métaverse à travers Metagelan». Est-ce que c'est des artistes qui veulent mettre en avant leur collection? Est-ce que ce sont des entreprises qui veulent faire, je sais pas, du team building de façon un peu différent, avec une expérience unique? Quels sont voilà, les profils d'entreprises qui vous contactent? On a différents artistes qui sont passés par chez nous. On a eu des DJ, on a eu le DJ Buffalo, par exemple, qui a fait un set chez nous. C'est un DJ qui est connu parce qu'il fait des sets dans le métaverse. Et côté entreprise, ben, on peut citer par exemple, on a fait une très très belle opération avec 20 minutes et plus particulièrement le projet 20 minutes avec qui on a fait la première distribution d'un journal grand public dans le métaverse. On a réalisé un événement très complet dans lequel il y a eu cette distribution de journal. Il y a eu un petit peu, on a créé un rack de distribution de journal. Et dans le cadre de cet événement, il y a eu également des expositions, des concerts. Donc, on est capable de faire ce type d'événement. Et je peux communiquer également sur l'événement qu'on a fait avec Orange. Donc, avec Orange, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé ce qu'on appelle une learning expédition pour leurs champions. Leurs champions, donc, c'est des personnes qui sont influentes dans le marketing, dans la tech, dans la stratégie d'Orange. Et on a fait une expédition d'acculturation dans le metaverse. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une salle aux couleurs d'orange et histoire de rendre l'expérience amusante et interactive, on a designé un polo virtuel floqué des couleurs orange qui a été distribué aux participants et que les visiteurs ont pu mettre sur leur avatar. Donc, les wearables, ça va être des formats, comment dire, ça va être des objets au format NFT également, ça va être des séries limitées. On peut dire qu'on en fait 10, qu'on en fait 100, qu'on en fait 1000. Et donc, on est sur des objets qui ont une certaine rareté et des objets sur lesquels on va pouvoir attacher un certain nombre de propriétés. On pourra dire, par exemple, c'est la personne qui possède tel NFT pourra entrer dans telle salle, ou telle autre personne possède tel wearable pourra obtenir peut-être demain 10% de réduction sur un produit. Donc, le NFT utilisé de la sorte, c'est vraiment un outil de communication, de fidélisation, d'engagement qui est très intéressant pour les marques et qui est beaucoup demandé. D'accord, ouais, c'est a assez clair et je reprends l'exemple d'Orange dont tu parles.
OK, les membres d'Orange peuvent intégrer cet univers, peuvent avoir un wearable, donc un polo, d'une couleur, et avec, une salle aux couleurs d'orange. Mais est-ce que dans cette salle, ils font quelque chose de particulier? Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent? Ils font une sorte de réunion, mais dans le métaverse? Comment voilà, quelle était l'approche d'Orange pour tirer de la valeur à travers cet événement? Si ce n'est le côté immersif, bien évidemment, qui est unique et qui forcément perturbe un peu les gens. L'approche d'Orange, pour le coup, c'était vraiment de la formation et de l'acculturation. C'est-à-dire qu'avant cet événement, on a eu des personnes qui n'y connaissaient pas grand-chose ou qui connaissaient ça de loin. Donc c'était un événement où on a formé, où les visiteurs ont fait leur premier wallet, où ils ont obtenu leur premier NFT, où ils ont pu se promener pour la première fois dans ce type d'environnement. Donc si je reprends les mots de la personne en charge côté Orange, le but de cette learning expedition, c'était vraiment ouvrir les chakras sur les possibilités de demain. Donc, ce qu'on a fait avec Orange, il n'y avait pas une finalité business directe, il n'y avait pas de ROI à aller chercher. Et on était vraiment dans une démarche d'ouverture et de faire découvrir cet univers. Donc, voilà, c'est vraiment la mission de Métagélant, elle est là également. Donc, c'est faire découvrir ces nouveaux environnements. D'accord. Et pour, bénéficier de toute cette immersion, est-ce qu'il y a besoin d'avoir, du matériel adapté ou est-ce que, le métaverse classique, on peut y accéder via un PC, très standard et votre microverse est accessible sur mobile? Tu disais, globalement, il n'y a pas de contraintes matérielles particulières? Il y a pas de ça va dépendre des métaverses et des définitions. Si on prend la définition du métaverse selon Facebook, c'est étroitement lié à leur casque de VR. Donc ça, c'est une vision qu'on partage pas forcément. Si on prend l'industrie du jeu vidéo, bah, souvent, il faut un PC très puissant, une carte graphique, mais on ne sera pas forcément dans un univers totalement ouvert dans lequel on pourra faire ce qu'on veut. Nous, on partage une vision vraiment du métaverse Web3 qui, elle, est censé être accessible sans casque de VR, accessible par simple navigateur web pour toute personne qui possède un ordinateur avec quand même un minimum de puissance. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des modèles 3D. Donc, il faut quand même un ordinateur avec une carte graphique. Donc, on a quelques barrières d'accès de ce côté-là, mais qui sont pas du tout insurmontables. Un PC qui a quelques années va parfaitement fonctionner. Faut juste pas avoir un PC qui a 15 ans sans carte graphique. Ouais, d'accord, l'expérience serait vraiment détériorée à ce moment-là, mais OK, il faut avoir des machines qui sont, on va dire, à l'air du temps. Mais c'est pour ça qu'on a développé, nous, ce qu'on appelle également nos microverses, parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus light, qui là, pour le coup, est accessible sur toute machine et sur navigateur. Donc, c'est une expérience qui est beaucoup moins complète. Il n'y a pas toute cette gestion des NFT, des wearables, c'est pas du multi-utilisateur. C'est pas la même démarche, mais ça peut permettre d'ouvrir les possibilités au grand public sur d'autres utilisations du métaverse. Si par exemple, là, je prends un exemple, je suis, je sais pas, un artiste, j'ai une collection de NFT, je voudrais faire une démonstration, dans le métaverse de ma collection. Je me rapproche de vous parce que c'est typiquement, des choses que vous proposez. Combien de temps ça me prendrait si j'ai déjà, entre guillemets, déjà, ma collection de prête? Et voilà, mes 2 questions, c'est combien de temps ça prendrait si tout est prêt de mon côté? Et combien un ordre de grandeur ça pourrait coûter pour quelqu'un qui veut montrer, sa collection, je sais pas, de on va dire, 30 NFT à peu près? En fait, si tout est déjà numérisé, que ce soit au format NFT ou non, ça peut aller extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a vraiment tous les outils qui permettent de réaliser le chargement en masse. C'est-à-dire que si on a déjà un wallet avec son NFT, en un clic, on va pouvoir charger toute sa collection. Si on a déjà ses photographies, un fichier Excel avec ses données, on va pouvoir également charger toute sa collection. Et après, on a développé un certain nombre d'espaces de différentes tailles qui sont déjà prêts à l'utilisation. Donc, si on veut quelque chose de standard qui n'est pas personnalisé, en réalité, en quelques clics, on peut avoir quelque chose. Et en termes de coût, pareil, si on est sur du standard, on va dire pour quelques centaines d'euros, on peut avoir un espace à disposition pour réaliser des choses dans le métaverse. Après, l'intérêt du métaverse, c'est également justement de s'affranchir
des limites et de pouvoir concevoir ce qu'on veut. Mais derrière, si on veut de la personnalisation, ça va être du temps d'architecte 3D et c'est là où ça va commencer à prendre un petit peu plus de temps et où ça va coûter un peu plus cher. Donc concrètement, si c'est une simple exposition, nous on a des formules, on peut s'abonner. Donc, on a des espaces qui sont accessibles entre quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros par mois en fonction de la taille de l'espace. Mais si on veut faire un événement sur mesure, là, ça va être à partir de quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros si on est sur un très gros événement sur lequel il y aurait plusieurs semaines ou plusieurs mois de préparation. Ouais, d'accord, ça semble logique, hein. En soi, plus il y a de la personnalisation, plus ça coûte cher, plus ça prend du temps, c'est parfaitement logique. OK, c'était pour donner un ordre de grandeur à l'audience et alors la personne qui mettrait ça en place, cette collection, très simple, très standardisée d'une trentaine de NFT, si elle veut partager à sa communauté pour faire venir du monde pour voir cette collection, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un lien pour que les personnes pour se connecter? Est-ce qu'il y a des profils en amont à créer? Ou voilà, quel est le Bah, processus pour, faire amener la communauté dans ce métaverse? ça va être ça va être un lien à partager, tout simplement. Donc, D'accord. les deux manières, si on prend sur des Decentraland, soit il faut un wallet, et là, du coup, on vient créer son avatar, on a son identité, et à chaque fois qu'on revient, on n'aura plus à faire les manipulations. Soit on peut venir également dans ce qu'on appelle en mode guest, en mode invité, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de wallet, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Donc, un simple lien, et on peut inviter les gens à se connecter. Sur la partie métaverse et sur nos microverses, c'est encore plus simple. Donc là, c'est un simple lien, mais il y a pas besoin de créer de compte, il n'y a pas besoin de configurer un avatar et on est sur quelque chose de fonctionnel vraiment immédiatement. Donc on est sur des choses qui sont quand même très accessibles là. D'accord et les premiers retours que vous avez par rapport aux différents événements que vous avez pu, faire, les artistes que vous avez accompagnés, comment étaient les retours? Est-ce que les gens, ils étaient surpris? Est-ce qu'il y avait des choses qui leur posaient problème? Est-ce que les gens étaient convaincus? En toute transparence, on a eu tous les avis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que le métaverse, actuellement, l'état d'avancement, on est un petit peu au 97 de l'Internet, où on était sur des sites qui étaient un petit peu lents, un petit peu buggés, pas très jolis. En fait, en 2023, le métaverse, on en est encore là, donc sur des environnements qui sont pas encore tout à fait matures, mais qui se développent très vite. C'est-à-dire que nous, depuis un an, on voit déjà des avancées folles et l'ergonomie s'améliore, la vitesse s'améliore, donc on est sur des environnements qui évoluent très vite avec des expériences qui vont s'améliorer. Donc on a fait des événements, on a eu de très très bons retours, mais malheureusement, on est on passe en fait d'une expérience sur Internet 2D à une expérience 3D. Et donc ça se rapproche un petit peu des codes un petit peu du gaming où il faut se mouvoir dans l'espace. Donc il y a quand même une certaine, je ne vais pas parler de fracture numérique ou de, comment dire, il y a quand même une certaine barrière d'accès pour certaines personnes qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo et qui n'ont pas le réflexe de se mouvoir dans l'espace. Ça sera quand même des univers qui ne seront pas accessibles immédiatement. Donc ça, c'est la première barrière. Et la seconde barrière, on est également sur un environnement où on est comme dans un environnement crypto et il y a des personnes qui vont avoir peur de créer un wallet, qui vont pas forcément comprendre comment ça marche. Donc, il faut qu'on forme, il faut qu'on acculture et c'est des choses qu'on améliore au fur et à mesure des expériences. Mais si je prends l'événement qu'on a fait pour 20 minutes, j'aime bien le citer parce on a accueilli plus de 1000 personnes sur 24 heures et il y avait déjà une communauté, donc les mécas, qui étaient là et qui étaient déjà un petit peu sensibilisés sur ces technologies. L'expérience a été très bonne. Ils ont été ravis de pouvoir se connecter, d'interagir et d'assister aux différents événements qu'on avait préparés le temps de cette journée. Et quand tu parles de wallet, ça, c'est uniquement pour ceux qui organisent. On est d'accord que ceux qui rejoignent sur des Decentraland, ils ont pas forcément besoin de configurer ça? Bah justement, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux parce qu'en fait, l'intérêt d'un quand on parle d'un métaverse, en fait, c'est étroitement lié à un autre sujet qui pourrait faire quasiment un thème à part entière d'émission, c'est le principe d'identité numérique. En fait,
une identité numérique dans le Web3, elle va être portée par son wallet. Donc ça va être une identité numérique unique. Ça va remplacer, en résumé, une adresse mail, ou ça va remplacer une identité sur un réseau social. Et le fait d'avoir son wallet, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir accès aux différents outils tels que les NFT, les wearables. En fait, un wallet, c'est un portefeuille numérique dans lequel, c'est un sac à dos dans lequel on aura toutes ses affaires, dans lequel on aura son moyen de paiement et qui va nous permettre d'être reconnu par la communauté. Donc nous, quand on fait un événement, si on vient distribuer un t-shirt, un polo, une casquette, par exemple, si on n'est pas connecté avec un wallet et qu'on est en mode invité, on ne va pas pouvoir bénéficier de cette expérience. Ouais. Oui, c'est logique. En fait, en posant ma question, après, je me suis rendu compte que, bah oui, les wearables et tout ça, finalement, tu te privais de tout ça si tu n'avais pas un wallet pour accueillir tous ces NFT ou ces SFT. Donc oui, Mm. c'est logique et effectivement, il faudra faire donc un peu d'éducation pour qu'ils comprennent ça et l'importance d'avoir bien configuré un compte avant. Alors, bah, du coup, en fait, vous pouvez faire de la formation, de l'événementiel, du gaming. Il y a des possibilités infinies dans ce métaverse. C'est littéralement un nouveau monde qui s'offre à nous. Quelles sont les limites de votre système finalement? C'est juste l'imagination en fait? C'est l'imagination, mais c'est également quand même un certain nombre de contraintes techniques. Ça, c'est quelque chose qui fait sourire les gens. Souvent, c'est le design des métaverses. On a vu pas mal de personnes se moquer du métaverse de Facebook en disant bah, c'est moche, dans les jeux vidéo, on fait des trucs qui sont vraiment plus beaux. Mais derrière, en fait, il y a des explications qui sont assez logiques une fois qu'on a compris le pourquoi du comment. Euh, Quand on est sur un site internet, les pages, elles sont optimisées pour que tout aille très vite. C'est-à-dire que les images sont compressées, on veut le moins de code possible, on veut faire des pages qui sont légères pour qu'elles soient compatibles sur un maximum de supports, même si on n'a pas beaucoup de réseau. Un métaverse, c'est un petit peu la même idée. On est sur de l'environnement 3D, mais si on a un design qui est trop poussé, ben, sur un navigateur web, ça ne va plus marcher. Si on n'a pas assez de bande passante, ça va pas marcher. Si on n'a pas de carte graphique, ça va pas marcher. Donc en fait, on est obligé, on est limité en nombre de mégaoctets sur une zone et en nombre de polygones. Donc en fait, on est obligé on a un compromis entre taille de la zone et degré de réalisme qu'on souhaite atteindre. Donc la seule limite, c'est l'imagination, mais avec comme des contraintes techniques pour pas faire une scène qui serait trop lourde à charger. Ouais, d'accord, ça se comprend effectivement. Faut pas oublier qu'on passe sur un navigateur et pas sur des grosses bécanes comme les jeux vidéo. Mais peut-être que du coup la version sur finalement l'outil mobile serait de plus en plus adapté pour ça parce que les mobiles sont quand même assez puissants maintenant. Ils permettent de faire pas mal de choses. Ils sont très accessibles et je me dis que les gens en ont tous un globalement, tandis que des PC avec une bonne config, c'est pas dit. Tu vois, ça évoluer un peu plus sur mobile ou quelle est la tendance? Ça reste des gens sur PC plutôt? Je pense que sur mobile, ça va arriver très fort et très vite, et notamment avec l'essor de la 5G. C'est-à-dire que tout ce qui est bande passante, on sera sur des multiples de bandes passantes beaucoup plus importants et du coup, cette barrière d'accès, une fois qu'elle sera cassée, vu la puissance des mobiles actuellement, effectivement, je pense que l'avenir du métaverse passera également par le mobile. Ouais, ouais, c'est logique. Moi, je pense vraiment que ça va s'adopter massivement, à travers le mobile. Alors, vous travaillez aussi en ce moment pour un événement spécial qui s'appelle Web3 Lille, qui se déroule le 13 avril prochain. Est-ce que tu peux me dire un peu plus, m'en dire un peu plus sur cet événement et qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour cet événement? En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que le grand public entendait beaucoup de choses sur ces technologies, les sociétés tech et traditionnelles également, mais qu'il y avait peu de connexion en fait entre les acteurs du Web 2, le grand public et toutes ces entreprises du Web 3 qui développent des choses qui pourtant vont bouleverser sans doute le quotidien de tout le monde parce qu'on est en train de créer tous ensemble finalement ce qui sera l'Internet de demain. Donc, dans les Hauts-de-France, nous, on est sur la métropole lilloise, on s'est aperçu qu'il y avait jamais eu de salon pour mettre en avant ces technologies et ce savoir-faire, alors qu'on est dans une région vraiment stratégique, on est dans un carrefour de l'Europe, on n'est pas loin
de Bruxelles, de Paris. Et on était dans un écosystème, on est chez Euratechnologies, donc c'est un écosystème de 300 sociétés, 200 startups, un lieu magnifique. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir l'opportunité donc d'organiser un salon dans lequel on est en train de réunir 70 professionnels via des stands, une trentaine de conférenciers, donc on organise des tables rondes, il y aura des workshops métiers, et c'est un salon dont le but, la mission sera vraiment de connecter le grand public, les écoles, les acteurs de l'industrie traditionnelle avec tout ce qu'on appelle les builders du Web3 dans le cadre d'une convention un petit peu innovante, parce que dans cette convention, en fait, on aura une billetterie d'entrée au format NFT, on aura une tireuse à bière, une buvette, où il y aura une carte de paiement qui repose sur la technologie blockchain. On va organiser un jumeau digital de ce salon dans le métaverse, et plein d'autres surprises qui seront mises en place dans le cadre de ce salon. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un salon autour des cas d'usage très concrets des technologies blockchain, crypto, NFT, Web3. Euh, et voilà, on est en train de réaliser un très bel événement, et c'est en train de prendre, c'est-à-dire qu'on a déjà des relais dans la presse, on a un partenariat avec la métropole européenne de Lille. L'événement sera couvert donc par la Voix du Nord, Inter News, France Bleu Nord, donc pas mal de médias traditionnels. Donc en fait, notre volonté de venir connecter le grand public avec ces technologies, la mayonnaise, elle est en train de prendre. D'accord, c'est super intéressant. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Écoute, ce serait avec plaisir si tu connais quelqu'un qui est vraiment aux manettes de cet événement, ce serait un plaisir de l'inviter dans le podcast, que ce soit toi ou quelqu'un qui a encore une vision un peu plus large sur cet événement. Ce serait un plaisir d'en parler dans les prochains épisodes pour amener un peu plus de détails sur cet événement qui s'avère super intéressant sur le papier. Donc bravo en tout cas pour cette organisation-là. Je pense que c'est important d'avoir du concret, de faire un paiement en crypto, de faire une billetterie en NFT, de faire un jumeau dans le métavers. Je trouve ça super, super cool pour l'audience. Donc bravo. On arrive à la fin de l'interview déjà, hein, ça passe vite. Sur quel réseau est-ce que l'audience de ce podcast peut vous suivre? Quelle est la porte d'entrée pour suivre votre actualité? Actuellement, l'endroit où on communique le plus et le plus efficacement, c'est plutôt LinkedIn. Donc on a un site web, on a un Twitter, on a un Facebook, mais là notre principal canal de communication pour l'instant c'est LinkedIn, sur lequel on communique 2 à 3 fois par semaine soit sur la convention à venir, soit sur les événements ou les expériences qu'on crée dans le métaverse. D'accord, ok. Je mettrai de toute façon les liens vers vos différents réseaux et notamment celui sur LinkedIn dans la description de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à faire un tour sur le site internet pour un peu plus vous rendre compte de ce que propose MetaGélant. En tout cas, c'est passionnant. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine, Loïc? Déjà, je te remercie pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et j'invite tout le monde à aller faire leurs propres expériences, dehors, comme on dit dans le milieu, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur ces technologies, mais ce qu'on a vu il y a 6 mois, ce qu'on a vu il y a 1 an, c'est pas ce qui se passe maintenant. Donc, il faut surtout rester ouvert. Il faut surtout ne pas condamner trop vite un projet, une techno, parce qu'on a eu une déception. On est vraiment sur des choses qui avancent très très vite. C'est un chaudron technologique passionnant et bouillonnant. C'est vraiment des sujets qu'il faut creuser régulièrement. Il faut être curieux, il faut aller dire des choses. Donc j'invite tout le monde à vraiment suivre ce qui se passe sur l'ensemble de ces technologies. D'accord, le message est passé et sache que c'était un plaisir vraiment partagé. J'ai appris plein de choses et j'ai hâte de voir l'évolution du métaverse dans les mois à venir, les années à venir. Merci Loïc, c'était passionnant. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et puis au plaisir d'échanger pour d'autres sujets ou pour Web3 Lille à l'occasion. Voilà, donc merci à toi, merci à toute l'audience. À très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous. Merci Thibaut. Au revoir.